Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Smeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flow. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flow quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti, même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage, puisque tous mes invités ont leur propre définition, et certainement avez-vous également la vôtre, et c'est bien le but de ce podcast, de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts, des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. On parle forcément régulièrement d'art, d'outils de bien-être et d'enfants, mes domaines de prédilection. Mais on parle surtout de ce qui enthousiasme chacun de mes invités. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est le Patreon, qui vous donne la possibilité, si vous aimez ce podcast. Patreon, c'est une forme de crowdfunding sous forme d'abonnement mensuel, résiliable évidemment quand vous voulez, qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus, également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. Patreon, c'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Votre soutien me donne en réalité les ressources, autant en termes d'encouragement, d'énergie que de finances. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. Sinon, patreon.com/état de flow. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode. Bonjour Océane. Bonjour Elisabeth. Trop contente vraiment de t'avoir avec moi aujourd'hui, avec nous. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît et finalement c'est plus les réseaux sociaux qui nous ont maintenus en contact, passionnés par l'art, toutes les deux artistes. Voilà, on est sur des points communs et donc on s'observe de loin et finalement on se retrouve aujourd'hui. Tu es liégeoise et moi aussi et c'est de là qu'on se connaît. En effet. Et du coup, vous allez entendre, vous aurez le loisir d'entendre notre accent à toutes les deux. Ton nom d'artiste, c'est Whoops. Tu travailles énormément le végétal dans tes œuvres. Beaucoup de peintures sur les murs, sur les grands formats particulièrement, mais pas que. On le verra peut-être. Tu nous en diras plus sur des projets plus petits également, plus adaptés aux intérieurs des maisons. Et tu t'es essayé, je pense, de ce que j'ai observé, tout le long de ton parcours à différentes techniques, peut-être aussi différents supports, avant, il me semble, de te spécialiser aujourd'hui dans le urbain, dans peut-être le street art. Je ne sais pas comment tu le définis d'ailleurs. Est-ce que déjà c'est un bon résumé ou est-ce que tu veux en préciser d'autres choses ?
Non, c'est un bon résumé et c'est vrai que je ne sais pas vraiment si je me définis comme une street artiste. Je me définis peut-être plutôt comme une artiste plasticienne, peintre et voilà. D'accord, donc pas défini sur un support. Non, exactement. Je pense que j'adapte beaucoup mes créations au médium et que justement, comme tu le disais, j'ai beaucoup diversifié cette partie de mon travail. C'est vrai que j'ai une préférence pour les grands formats et le travail mural. Et c'est vrai que je travaille de plus en plus uniquement cette partie en vrai, mais oui, j'aime quand même beaucoup diversifier les supports. De mon souvenir, tu faisais aussi, par exemple, de la sérigraphie ou une technique similaire. Est-ce que c'est encore quelque chose vers lequel peut-être tu restes ouverte ou d'autres techniques même? Est-ce qu'on peut parler de rester ouverte tout en ayant une spécificité aujourd'hui? Comment tu vois les choses pour toi? Oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est des techniques vers lesquelles je reviendrai ou même que j'ai déjà envie de revenir à présent, de réaliser peut-être des séries de prints de mon travail. Ça s'est pas vraiment posé ces dernières années parce que j'ai eu énormément de commandes murales, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps. Mais je continue à beaucoup aimer cette technique qui est hyper spontanée et qui permet plein d'expérimentation et c'est vraiment une partie de mon travail que j'adore aussi. C'est vrai que ça fait partie aussi de ton parcours et de ta patte, en fait, j'ai envie de dire, de quelque chose qui t'identifie. Presque si tu avais, j'ai envie de dire, deux techniques qui t'identifient, ce serait peut-être ces deux-là. Mais peut-être que je me trompe. En vrai, pourquoi s'identifier à une seule technique? On peut rester ouvert. Au contraire, justement, c'est une question que j'avais. Est-ce qu'on peut, selon toi, en tant qu'artiste, avoir comme ça différents médiums ou différents types de commandes ou d'appels voilà, vers la créativité Oui, je pense que ça se combine tout à fait et que ça se justifie. L'art, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on a envie de faire évoluer. Donc, il n'y a pas de cadre. Je pense que c'est vraiment très personnel. Et c'est vrai que moi, j'adore expérimenter, j'adore lier différentes disciplines ensemble. Ces dernières années, j'ai énormément dansé et travaillé la performance du corps. Et du coup, ça influence beaucoup mon travail, par exemple. Donc, voilà, je pense que c'est beaucoup de choses qui cohabitent ensemble, en fait, d'être artiste. Hmm. Comment, du coup, est-ce que tu choisis les formats? Est-ce que c'est en fonction de ce qui t'inspire sur le moment, ce que tu veux expérimenter, ou la rencontre, le projet qui te vient? En fait, ça peut être les deux. Ça peut vraiment être les deux. Ça dépend des périodes. Donc, il y a des périodes où j'ai des commandes et donc là, évidemment, j'ai un support défini et ça définit ma création et c'est ce qui m'inspire même. Et puis après, les moments où je travaille en atelier, là, c'est plutôt moi qui définis des choses ou qui expérimente et puis je vois ce qui en ressort, quoi, ce que j'ai envie de présenter. Hmm. Donc, tu as parlé un petit peu de la danse qui influençait ton travail, ta création. Tout à l'heure, je te présentais aussi comme très inspirée par le végétal. Qu'est-ce qui vient voilà, nuancer ton travail par rapport à d'autres artistes? Qu'est-ce qui vient faire ta patte? À mon sens, justement, c'est le côté c'est le côté mouvement qui qui me différencie peut-être des autres artistes. Mon travail est très organique, végétal, et il y a vraiment une envie d'amener un mouvement, d'amener une légèreté, une respiration urbaine, et donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup de mon travail corporel dans mes murs, et pour moi, il y a du sens dans tout ça. Et puis peut-être aussi que c'est le prolongement d'un geste, d'un mouvement, la peinture. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est juste. Mm. Qu'est-ce que permet le grand format pour toi que peut-être ne permet pas le plus petit format ou d'autres techniques? Et peut-être une question première, qu'est-ce qui t'a amené au grand format? Est-ce que c'est une opportunité ou une réelle envie d'explorer quelque chose de particulier? C'est une réelle envie. J'ai toujours eu envie de travailler en grand. Je pense que justement, ça permet des mouvements beaucoup plus grands. C'est plus tout le corps qui travaille que juste la concentration de la main et du bras quand on est sur quelque chose de plus petit. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu envie de faire du grand format et du coup, j'ai travaillé avec Coralie et Sopakic sur un projet de fresque à Montpellier. Et ça m'a permis d'expérimenter et de voir comment ça se passait. Et ça m'a donné envie de
de pouvoir moi-même faire mes propres projets sur mur. Et c'est comme ça que j'ai participé à un appel à projet que j'ai remporté à Liège, avec Spreken Art. Et ça m'a permis de travailler sur grand format. Et tu es devenue aujourd'hui peut-être une référence aussi en grands projets comme ceux-là. Est-ce que tu penses que tu commences à t'installer, on commence à te référencer comme une artiste grand format? Waouh, c'est une question compliquée parce que voilà, je ne sais pas très bien en fait comment les gens me voient finalement et j'essaie de ne pas trop me poser la question en vrai. Mais peut-être oui, c'est vrai que depuis quelques années c'est là-dessus que je travaille le plus et qu'on me contacte essentiellement pour ce genre de projet et ça me va très bien, c'est là-dessus que je travaille le plus ces derniers temps, donc ça fait sens. Je te pose aussi la question parce qu'on peut s'interroger de savoir en tant qu'artiste, est-ce qu'on a besoin d'être identifié dans un style, dans un message particulier. Pourtant, tu nous dis que tu as remporté tout au début un premier appel à projet, donc c'est que peut-être il n'y a pas besoin d'avoir ce background tant que ça correspond à la demande. Alors ça quand même... Ça joue. Oui, ça joue quand même dans le sens où c'est vrai que j'avais pas encore de background, ça c'est sûr, et c'est pour ça que c'était si compliqué aussi de me lancer dans des grands formats. Mais j'avais quand même déjà réalisé beaucoup de projets muraux, et donc j'ai commencé par des tout petits projets chez des privés, dans des petites ASBL, du travail sur vitrine, dans des shops, etc. Mais après, très vite, j'ai essayé de développer des surfaces de plus en plus grandes. Et donc, c'est vrai que je suis passée de petits formats de privé à des murs en extérieur dans les villes. Mais donc, il y avait quand même chaque fois une évolution dans les formats, si tu veux. Oui. Et puis, il y a eu un projet aussi que j'ai réalisé pendant le Covid à Asselt. J'ai peint le skatepark d'Asselt. Et donc, ça, c'était un grand projet aussi, même si c'est un point de vue totalement différent vu que c'était sur sol. Mais vu d'en haut, du coup. Vu d'en haut, du coup, oui, ça avait quand même quelque chose de plus monumental que les autres projets que j'avais fait. Donc, ça s'est quand même fait un peu step by step, même si de l'extérieur, pour les gens qui ne me connaissaient pas, ils m'ont vu d'un coup débarquer sur un grand mur. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus grand que toutes les surfaces que j'avais déjà abordées avant. Mais au final, pour moi, c'est un travail de longue envergure, en fait. Tu as dû aussi adapter ton matériel du pinceau. Ah oui. Du pinceau aujourd'hui, on te voit sur des élévateurs. Le mouvement est tellement grand que finalement, tu dois tout adapter. Ah oui, complètement. D'ailleurs, le premier mur que j'ai fait, je me souviens, j'étais avec mes petits pinceaux et je me disais, ah oui, non, en fait, il y a rien à faire. On se rend pas toujours compte des masses et... ça paraît un peu fou comme ça, et puis quand on est devant, on se dit ah oui, en fait, oui, c'est clair que tout doit s'adapter. Ouais. Et ça a été un challenge pour toi ou finalement ça a été assez fluide? Un peu des deux en fait, parce que c'était hyper fluide dans le sens où c'est là que je me voyais et que je me sentais tout à fait à l'aise avec le support. Mais après, oui, c'est clair qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et puis on se dit, ah ouais, en fait, ah ouais. Donc oui, au final, c'était un gros challenge, et je me rends bien compte du travail que ça représentait, mais en soi, c'était très fluide pour moi. Enfin, c'était là que je devais être. On parle de ce grand format justement, on en parlait un petit peu au début, c'est pas forcément du street art, on est très loin du graffiti quand on pense à tout ça, quand on pense peinture sur mur, on pense beaucoup à tous ces tags un peu malvenus, en tout cas pas permis, pas autorisés, sur des endroits un peu à la sauvette. Et toi, c'est tout le contraire. Comment est vu aujourd'hui le street art, ou en tout cas cet art-là, comment il se fait une place selon toi? Ta perspective d'artiste peut-être, est-ce que ça a été facile au niveau public? Comment les décisionnaires, les personnes, les commanditaires font une place à l'art dans la rue, l'arrivée, ce genre de projet justement sur mur qui sont à la fois éphémères, certainement parce que je pense que les peintures doivent résister à l'eau, au vent, aux intempéries, donc il y a aussi tous ces challenges-là. Donc comment tu vis tout ça et vois l'évolution de tout ça? Ça a une durée de vie éphémère, quoique ça dure quand même assez longtemps. Quand on travaille avec des bons matériaux, ça a quand même une durée de vie d'une dizaine d'années, ce que je trouve très bien. Cohérent. Oui. Ok. Oui, écoute, je pense que c'est de plus en plus courant.
j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus ouverts à l'art urbain qu'avant. Et l'air de rien, c'est une galerie à ciel ouvert et ça touche tout le monde, donc c'est super. Enfin, ça ne laisse personne indifférent. C'est gai de pouvoir travailler comme ça, vraiment in situ, de voir des tas de gens passer, de pouvoir échanger avec eux. Donc ça fédère énormément. Ça génère des tas de rencontres entre les citoyens aussi. Donc ça, c'est très cool. Et je pense que c'est des choses dont justement les commanditaires de pièces de street art se rendent compte. Et que ça permet à certains quartiers d'évoluer, ça fait venir du tourisme. Donc il y a de plus en plus d'arguments positifs en fait à ce type d'art qui est vraiment totalement différent du graffiti et de tout ce qui est tag, etc. Parce que là évidemment on est dans quelque chose d'illégal, de rapide. C'est pas du tout la même démarche en fait. Mmh. C'est très intéressant parce que j'allais te demander, et tu y as répondu, que gagne finalement le commanditaire. Et tu me parles de tourisme, tu parles aussi de personnes qui vont se rencontrer à cet endroit. Est-ce qu'elles se rencontrent après l'œuvre, une fois terminée, ou justement aussi pendant, puisque souvent ça dure plusieurs jours. Est-ce que ça vient titiller les curiosités, faire parler aussi ? Complètement. Tout au long du projet, il y a toujours plein de gens qui viennent, qui ont envie d'échanger, de poser des questions, qui sont curieux souvent parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ou ils s'interrogent quant à notre démarche. Donc c'est vraiment super intéressant et c'est très chouette. Et puis c'est vrai que parfois il y a des inaugurations ou des événements un peu plus officiels et là il y a encore plus de personnes qui sont touchées et qui peuvent venir aussi échanger et c'est vraiment cool. C'est toujours un appel à projet, une réponse voilà, ou alors au contraire on t'a repéré et on fait appel spécifiquement à toi avec un brief particulier. Comment ça se passe ? Y a pas de règle, c'est vraiment des deux, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Là c'est vrai que j'ai plus de commandes, c'est plus des commandes que j'ai réalisées ces dernières années, mais c'est vrai qu'au début j'ai répondu à l'appel à projet. C'est mon premier grand mur. C'est le premier grand mur que j'ai réalisé, c'était un appel à projet. Ouais. J'imagine aussi par opportunité, c'est-à-dire qu'au début, tu dois te faire connaître, donc c'est toi peut-être qui dois aller chercher et qui doit peut-être répondre. Et puis au final, plus tu es connu et reconnu, et plus on vient te chercher, et moins tu dois faire la démarche. Complètement, je pense que c'est comme ça que ça se passe en général pour beaucoup de gens. Et puis c'est vrai qu'après, plus ton style est connu, plus t'as fait tes preuves aussi sur format, parce que voilà quoi, il faut aussi que les gens puissent être sûrs que t'es capable de réaliser ce genre de projet. Oui. Ça compte aussi, hein. Oui. C'est vrai. On parlera plus longuement dans un épisode bonus de comment tu réalises tes appels à projets, comment tu les mènes jusqu'au bout et si c'est facile ou pas. On répondra à toutes ces questions dans un épisode bonus. On va rester ici un petit peu sur ton travail. On le disait... pas très commun finalement, avec des outils très particuliers, très adaptés quand on parle d'art urbain, qui doit très fortement changer de ce que tu vis et explores dans ton atelier, même en règle générale par rapport à l'image qu'on se fait d'un artiste. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est le prolongement de mon travail en atelier en réalité. Hein. C'est plein de travail... C'est plein de fragments de choses créées en atelier qui au final émergent et créent des plus grandes pièces dans l'espace public. Enfin, pour moi, c'est comme ça en fait. Et puis tu fais des ébauches, tu prépares en fait ton œuvre d'abord, j'imagine, en croquis, tu le présentes en simulation certainement à ton client. Oui, en général, de toute façon, quand il s'agit, qu'il s'agisse d'un appel à projet ou d'une commande, c'est vrai qu'en général, les gens ont quand même envie de voir un projet, un pré-design. Maintenant, c'est vrai que pas toujours, hein. Parfois, juste le client fait complètement confiance et ça, c'est super cool. Mais ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est vrai que, par contre, pour l'appel à projet que j'avais réalisé à Saint-Ouen-le-Burge, là, je devais présenter une simulation, oui. Et sans devoir répondre à cette demande, effectivement, qui n'est pas automatique, tu me dis, est-ce que pour toi, ça fait partie des étapes et du processus créatif, peut-être de rechercher d'abord par rapport à la thématique demandée, d'avoir un visuel et de savoir est-ce que tu sais ce que tu vas peindre ou il t'arrive d'improviser ?
il y a quand même toujours un peu d'improvisation, hein, parce qu'il y a rien à faire quand on est in situ. Il y a plein de choses qui interviennent et qui font que, voilà, il y a un lampadaire qui dérange ou il y a un élément et on se dit, on va adapter le design, on va faire en sorte que ce soit plus équilibré en déplaçant des éléments. Ça, évidemment, je pense qu'il n'y a pas le choix, ça arrive toujours. Mais en général, maintenant, j'essaie quand même d'avoir une base assez claire de ce que je veux faire. Oui, je préfère garder l'expérimentation pour moi, pour mes moments à moi de travail en atelier ou quand je vais peindre toute seule. Et puis après, ce qui est pour des clients, c'est vrai que j'aime bien quand même me documenter, j'aime bien travailler de façon plus approfondie. Tu dis on, ça veut dire aussi, et je crois que tu ne peins pas forcément toujours toute seule, tu t'es aussi entourée, j'imagine, d'autres peintres ou d'une équipe, ou est-ce que tu peins toujours toute seule? Comment ça se passe? En fait, je travaille beaucoup toute seule. Hein. Ok. Ça, c'est sûr. Après, quand je dis on, c'est parce que je parle de la communauté plus des peintres. Et oui, j'ai d'autres potes qui peignent. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment beaucoup travaillé en collaboration et que j'ai pas une équipe qui m'accompagne sur le terrain. Par contre, j'ai mon amoureux qui peint aussi, qui parfois vient me donner un coup de main. Et c'est la seule personne qui est déjà intervenue sur mes murs avec moi. Parce que j'ai totalement confiance et que voilà, je peux le faire des remplissages. Ça marche. Mais c'est vrai que de plus en plus, des fois je me dis oui, ça pourrait être cool de travailler avec des gens ou de pouvoir déléguer certaines parties de remplissage et tout. Mais c'est pas facile de de déléguer, de faire confiance. Ça, c'est pas un truc que je fais facilement. Donc, voilà. Ça me fait penser à Matisse qui faisait découper toutes ces images par quelqu'un puisqu'il était lui-même alité et donc il était obligé de se faire assister et finalement on se dit que pourquoi pas puisque tu fais des grands formats qui souvent peuvent être dans des délais aussi impartis, donc peut-être aussi ça au niveau logistique tu seras peut-être un jour amené à être obligé. Ouais, bien sûr, et c'est vrai que de plus en plus, le dernier mur que j'ai réalisé était vraiment très grand, et c'est vrai que ça m'aurait aidé d'avoir des mains supplémentaires, hein, ça c'est certain. Donc oui, je pense qu'à un moment, ça pourrait être cool d'avoir des gens pour m'aider. Voilà, on verra avec le temps. Tu connais peut-être des artistes qui, eux, font déjà appel à des équipes et sur lesquels peut-être des modèles qui pourraient t'inspirer ou pas, mais en tout cas qui fonctionnent pour d'autres? Il y a plein d'artistes, je pense que de plus en plus, en tout cas les artistes qui travaillent sur grande surface ont souvent beaucoup d'assistants, ou au moins 1 ou 2 assistants. Je pense à Shepard Fairey, AOB. Oui, lui il bosse avec parfois 10 personnes parce qu'il est sur des pochoirs immenses, à coller, découper sur mur directement. Donc voilà, oui, je connais des artistes, Coralie et Supakic. Coralie, elle a souvent des assistantes qui viennent sur les murs avec elle aussi. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent comme ça. Hein. Mais de là à avoir un modèle clé, non. La question, je pense, est intéressante aussi à se poser puisqu'en tant qu'artiste, on peut croire que on peut signer l'œuvre à condition qu'on fait tout de A à Z. C'est vrai, il y a un petit côté comme ça. Il y a le côté, je pense que, comme tout le monde, on aime bien faire les choses soi-même. En tout cas, c'est clairement mon cas. Est-ce que, par exemple, par rapport à un des artistes que tu as cité, tu les considères moins artistes? C'est une question plus psychologique, évidemment, que je pose, parce que des fois, on ne se met pas en recul. Et en observant les autres, comment on les perçoit, on se dit, en fait, je pourrais très bien le faire, puisque eux-mêmes peuvent... Clairement. Mais c'est vrai que non, je ne leur accorde pas moins de crédit. Voilà, non, pas du tout. Maintenant, moi non. Après, je sais que au niveau de la scène, je pense que je ne sais pas. C'est une question quand même complexe parce que je pense que ça a quand même une certaine importance de faire les choses par soi-même. Enfin, ouais. Mais tu vois, tu es danseuse, on pourrait faire la comparaison avec la danse. Prenons l'exemple où tu vas certainement pas danser toujours à chaque fois toute seule et peut-être qu'il y a un chorégraphe des fois. Tu vois, comment est perçue la troupe? Comment est perçu le spectacle? Qui le signe? Ouais, bien sûr. La chorégraphe ne danse pas toujours. Non, pas toujours du tout, c'est vrai. Hein.
Mais pour moi, ça reste quand même très différent, hein, parce que du coup, les danseurs amènent quelque chose, ils incarnent une pièce, ils amènent aussi leur corps, leur touche. La peinture, c'est différent, parce que si j'avais des assistants, je leur ferais faire des remplissages, mais je leur ferais pas dessiner mon travail, par contre. Tu vois, ça, c'est quand même moi qui garde la conception et la réalisation. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il y a d'autres artistes qui travaillent également avec des assistants qui dessinent des parties de leur travail. Mais il suffit de voir Yves Saint-Laurent, on en a beaucoup parlé. Yves Saint-Laurent ne dessinait pas tout et il attendait parfois des propositions et il les validait en fait. Et rien que le fait de valider, parce qu'il était dans une ligne, mais c'est le cas aujourd'hui, les maisons de grande couture, les créateurs initiaux ne sont plus là, fondateurs, et puis ça continue sous leur marque. Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent plus dans un rôle de directeur artistique et qui valident et estiment que, vu que c'est sous leur direction, c'est cohérent. Pour moi, ça reste un peu un long débat. Je suis pas tout à fait d'accord avec la démarche. Je pense que si c'est quelqu'un d'autre qui a créé le projet, même s'il avait des directives, je ne sais pas. Oui, il y a le style et il y a le style, mais il y a aussi la création. Pour moi, ça reste quand même deux choses séparées aussi, quoi. C'est intéressant. Tu amènes ici l'idée qu'il y a celui qui va concevoir, par exemple, on reparle de tes œuvres grand format, celui qui va concevoir l'œuvre en atelier, et puis il y a celui qui va la réaliser sur le mur. Est-ce que c'est la même personne ou est-ce que ça peut être deux personnes différentes? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut signer en tant qu'artiste l'œuvre? Très intéressant comme question. Ouais, c'est hyper intéressant et très vaste. J'avoue que pour moi, c'est un long débat. Hein. Je trouve ça compliqué. En tout cas, moi, je ne l'assumerai pas, je pense sincèrement. Je pourrais pas assumer ça et aussi, j'adore mon travail. J'aime bien le réaliser de A à Z. Je vois pas l'intérêt non plus de faire passer cette étape à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est quelque chose, je me dis, c'est mon bébé et j'ai envie de l'accompagner jusqu'au bout. Oui. Et j'ai envie d'être présente, j'ai envie de le faire. Donc oui, pour moi, ça paraît un peu compliqué. On pourrait raisonner en termes de marque. Tu signes sous le nom de Whoops. D'autres artistes ont un nom souvent de scène également. Pourquoi pas finalement visionner cela comme une marque? Et pour cette marque, cet artiste, on a le droit du coup, un peu comme n'importe quelle autre marque qui ferait appel à un marketeur, un décisionnaire, les personnes qui sont dans l'atelier, qui confectionnent, etc. Du coup, là, on est tout de suite dans un aspect beaucoup plus commercial et beaucoup plus corporate. Et oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'artistes qui, au final, sont devenus des marques. Mais du coup, pour moi, ça prend une autre... ça prend une autre tournure, quoi. Ça reste pas... Oui, c'est pas un art... Comment définir ça? Est-ce qu'on parle d'authentique ou autre chose? Je sais pas, j'ose pas vraiment dire authentique parce qu'en même temps, j'ai pas envie de dévaloriser ce travail-là non plus, qui pour moi est hyper intéressant aussi, mais je trouve que c'est un côté beaucoup plus corporate, c'est autre chose quand on est vraiment dans du marketing ou dans de la reproduction. Et en fait, moi, j'aime le travail spontané sur le terrain. J'aime le côté unique aussi, je trouve que c'est important. Ouais. La question il y a beaucoup de concepts qui rentrent en compte. Ouais, franchement, ça mérite clairement d'être creusé et je serais curieuse de voir ce que d'autres personnes en pensent autour de nous. Oui. Mais c'est vrai que moi à moi en tout cas, ça me poserait un problème. Oui, ça c'est sûr. C'est pas ton objectif, c'est pas vers là que tu veux aller et c'est pas là que tu t'épanouirais. Non, voilà, exactement. Dans ces termes-là. Maintenant, oui, pour moi, c'est un travail différent. Alors, j'appellerais plus ça de l'art en soi, mais vraiment, comme je te dis, c'est plus un travail de reproduction et de marketing, ouais, clairement. Et du coup, quel est ton objectif suivant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as évolué en termes de grandeur de surface. Est-ce qu'il y a d'autres surfaces qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a des projets qui t'animeraient? Voilà. J'ai plein d'envies et j'ai hyper envie de faire évoluer mon travail sur plein d'autres supports. Mais c'est vrai que je reste toujours à fond sur les murs en ce moment. J'ai vraiment envie de faire plus de grands murs et à l'étranger notamment. J'ai vraiment envie de voyager. Donc ça, c'est clairement un de mes objectifs pour le futur.
et également développer mon travail en atelier et pouvoir présenter quelque chose peut-être de l'ordre d'une expo perso dans un chouette lieu. Donc ça, c'est clair que ça fait partie de mes projets futurs. Et qu'est-ce que tu fais dans ton atelier du coup? Quels sont tes projets d'atelier? Du coup, c'est plus de la peinture sur Canva. Après, j'expérimente différents supports aussi parce que je ne suis pas toujours sur un canevas de coton ou de lin traditionnel. Ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur bois. Donc, j'aime bien ce côté aussi de la matière. La forme aussi, je pense, t'inspire? Oui, clairement, la forme. C'est vrai que je suis beaucoup sur les cercles, au cas où vous n'ayez pas remarqué. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur format rond ces derniers temps. Et oui, je suis à fond là-dessus pour le moment, donc voilà. Super. Je vais faire évoluer ça. Mais après, on n'est pas toujours obligé de faire évoluer, de renouveler toujours notre pratique. On pourrait très bien se satisfaire d'un style et de quelque chose qui fonctionne et de le répéter. Tu disais, moi j'aime ce qui est unique. Et finalement, de nouveau, c'est une question de qu'est-ce que nous, on veut pour soi. Oui, mais ça aussi, c'est un grand débat parce que je me rends compte que souvent, les gens attendent d'un artiste qui répète les mêmes choses, c'est vrai. Moi, je suis pas dans cette phase. Comme oui, tu l'as si bien dit. En effet, j'aime bien travailler des pièces plus uniques. Après, oui, peut-être que ça demande plus d'énergie et plus de temps, et peut-être qu'au bout d'un moment, un artiste juste se rend compte qu'il préfère faire juste une chose et il a envie de la faire non-stop. Peut-être que c'est ça et que je ne suis pas encore à cette étape. Mais oui, c'est vrai que c'est étonnant de voir justement, c'est des techniques différentes, enfin pas des techniques, mais des personnalités différentes aussi, je pense. Voilà, il y a des artistes qui sont beaucoup dans la répétition et qui trouvent quelque chose de satisfaisant et qui ont justement envie de voir où mène cette répétition, et ça peut être intéressant. Et puis il y a le côté expérimentation, quoi. La transition d'un à l'autre doit être aussi intéressante, c'est-à-dire quand tu as terminé un support, déjà l'excitation, l'envie d'aller explorer autre chose. Est-ce que tu sens que c'est particulier à chaque fois ou pas? Ça fait partie du processus que tu essayes de rendre conscient? Moi, je suis toujours excitée de commencer un nouveau projet, ça c'est clair. Je suis toujours super motivée et ça m'inspire toujours énormément. Donc c'est vrai que quand je finis quelque chose, je suis contente de me dire je vais pouvoir commencer autre chose. C'est vrai, c'est le processus de l'impulsion du début qui est toujours super chouette, quoi. Le podcast s'appelle État de flow. Est-ce que la fluidité, tu la trouves dans ton art, et où est-ce que tu la trouves justement? Est-ce que c'est dans un support que tu aimes, dans les étapes qui fonctionnent bien? Enfin voilà, ou est-ce que peut-être il y a moins de fluidité à certains endroits que tu as pu repérer, que tu aimerais en ajouter aussi? Ouf, oui. Alors c'est très fluide dans mon processus de créativité en général, parce que du coup c'est vrai que je marche avec les projets qui m'inspirent. Donc en général, si je me rends sur un chantier, j'ai directement des idées, j'ai des formes, j'ai des couleurs et voilà, je suis déjà partie sur quelque chose. Donc ça, c'est très fluide pour moi. Tu n'as pas le problème de la page blanche? Ça peut m'arriver, bien sûr, mais en général, quand il y a vraiment quand il y a vraiment un espace et un mur qui sont prévus, j'ai déjà des idées. Enfin, c'est direct, quoi. C'est où ça m'inspire ou ça m'inspire pas, mais c'est vraiment très très fort. Oui, ce qui est moins fluide, c'est peut-être tout ce qui est préparation technique. Ça, c'est quelque chose qui me prend la tête, parce que c'est vrai que c'est pas du tout mon truc de calculer des quantités, de préparer les choses, d'organiser. Ça, c'est vraiment un truc, ça me saoule. Je vais être franche. C'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime juste dessiner, peindre, et puis après, le reste... le reste, c'est beaucoup moins fluide pour moi, mais voilà, ça marche à tous les coups, hein. C'est peut-être l'endroit où tu pourrais te faire assister? Ah, oui, c'est vrai, clairement. Ouais, clairement. C'est clairement quelque chose. Ce qui est cool, c'est que, voilà, quand tu travailles avec des organisations, il y en a certains, ça dépend lesquels, évidemment, mais il y a certaines organisations qui sont très ouvertes à te donner un coup de main là-dessus, donc ça, c'est très cool. Ça, j'aime bien. Ça rend les choses beaucoup plus fluides. Puis après, non, il y a aussi le côté,
où je bosse toute seule de A à Z, et donc je fais plein de démarches sur tous les plans, et donc là, bah, je dois un peu me driller, et voilà, je le fais, hein. Mais ça me demande plus d'énergie. Mm-hmm. Comment tu définirais l'état de flow? Peut-être est-ce que c'est ce qu'on vient de dire, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui t'inspirent quand je te parle d'état de flow? Par rapport à ton art, évidemment. Bah, état de flow pour moi, ce serait complètement quand je suis en train de peindre, que je suis lancée dans mon projet et que je suis focus, parce que du coup, il y a rien qui existe, et voilà, je peux travailler des heures, être concentrée sur mon mur toute seule dans ma nacelle, et j'adore ça, quoi. Ça, c'est vraiment mon état de flow à moi, et c'est le moment où je vibre le plus. Mm-hmm. Et sinon, bah oui, quand je danse, quand tu danses, bah t'atteins aussi cette espèce de moment où t'es un peu en hypnose, un peu dans ton monde à toi, et il y a un peu ce côté état de flow, ouais. Super. Merci beaucoup pour ta définition. C'est toujours bien riche d'avoir le point de vue, le regard de chacun. Donc merci. Avec plaisir. Si les auditeurs veulent te retrouver, du coup, je sais que tu es présente sur Instagram. Est-ce que tu peux donner ton Instagram et peut-être d'autres endroits où on peut te retrouver? Oui, bah du coup, alors c'est vrai que j'ai longtemps travaillé sous le blaze de Whoops, qui pour moi représentait un peu la maîtrise de l'accident, de comment changer nos petites bourdes en quelque chose de cool. Mais voilà, plus j'évolue, plus j'ai envie de retravailler sur mon nom Océane Cornille, et donc c'est pour ça que mon Instagram en fait a mon nom Océane Cornille. Mais mes autres réseaux sociaux sont toujours à Whoops, donc c'est un peu dissocié comme ça. Mais donc oui, je suis sur Facebook au nom de Whoops, WHOUPS. Mon site internet est aussi au nom de whoops.be. Et mon Instagram, comme je disais, c'est Océane Cornille. C'est une question qui est pour le moment, en ce moment, pour toi, justement, d'éventuellement lâcher, abandonner le nom Whoops pour reprendre le tien, ou tu continues de signer tes œuvres Whoops? Bah, c'est toujours un peu en questionnement. Je signe un peu les deux, en vrai. Après, je suis quand même la même personne. Mais c'est vrai que oui, c'est en questionnement. C'est peut-être là où justement ça s'affirme, le fait que tu n'as pas envie d'être une marque, mais de signer en fait en tant qu'individu humaine. Ou pas? Ouais, peut-être. En fait, je pense qu'à un moment aussi le fait peut-être que maintenant mon art est aussi de plus en plus proche de moi, et du coup ça fait plus sens en fait de laisser tomber les masques ou les petits blazes derrière lesquels on se cache, ou je sais pas. C'est une analyse aussi un peu particulière. Moi, je pense que c'est dans nos évolutions personnelles, à un moment on se dit ah bah en fait non, c'est moi. Enfin, c'était moi aussi, mais enfin tu comprends, c'est un peu particulier comme réflexion. Du coup, avant de clôturer, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de partager. C'est un peu plus moi, ça se rapproche de moi, ce que tu crées aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sens comme étant la différence avec avant? Peut-être dans la manière dont tu crées, ou les dessins ou les illustrations qui sont plus authentiques et dans ce que tu ressens, juste, dans la justesse? Pour moi c'est beaucoup plus juste, mais je pense que c'est aussi dans le sens où quand on commence à créer, on crée dans tous les sens, on se cherche, et peut-être aussi par rapport à l'âge. Voilà, avant j'étais plus dans un processus entre l'ado, la femme, il y a une évolution aussi qui se fait, et du coup je pense que au bout d'un moment on arrive à quelque chose qui est plus proche de nous, tout simplement, et qu'on se sent plus aligné. Qu'avant, voilà, je créais tout ce qui me passait par la tête. Maintenant, il y a des choses que je crée que je montre plus forcément, qui sont plus, enfin voilà, Tu commences à trouver ton style, qui tu es, ce que tu veux montrer, en tout cas, dans ton œuvre. Voilà, ouais. C'est peut-être un bon résumé. Merci, Elisabeth. Eh bien, écoute, merci à toi, Océane. Et nous, on se retrouve du coup dans un épisode bonus. Et puis, j'espère qu'on aura tous le bonheur de voir tes œuvres, soit près de chez nous, parce que tu auras bougé, été explorer d'autres murs, ou bien dans une exposition.
J'espère. Écoute, qui sait, peut-être je viendrai faire un mur à Paris bientôt. Ce serait chouette. Et ben voilà, qui est lancé, la demande. Voilà, si tu m'entends. Merci à toi, Océane, et à très bientôt. Merci à toi, Elisabeth. À suivre un épisode bonus où on parle de ce qu'est un appel à projet. Comment les trouver, comment les choisir et comment y répondre. On avance ensemble les challenges, les conseils pour sa mise en place, des pistes pour fixer ses tarifs et accepter les erreurs. On parle de comparaison entre appel à projet et candidature à un job. Un épisode passionnant pour ceux qui ont envie de se lancer. Un épisode bonus disponible en échange de votre soutien sur Patreon. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme préférée et la newsletter www.etatdeflow.com. À très vite pour un nouvel épisode.